de Lyon, il a déjà beaucoup d'histoire. Il a commencé entre 2004 et 2008 par ce qu'on a appelé REAL. Je ne sais pas si certains se souviennent du réseau express de l'agglomération lyonnaise, où à ce moment-là, moi j'étais élu régional à l'époque, on a passé à la demi-heure toutes les branches en heure de pointe sur l'étoile ferroviaire lyonnaise, augmenté de 15% le nombre de kilomètres train et tenté de lancer un certain cadencement qui a fait beaucoup de mal. Pour ceux qui étaient là à l'époque, qui s'en souviennent peut-être. Mais voilà, c'était la volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On avait un début de coopération entre le Grand Lyon, puisque ce n'était pas la métropole à l'époque, c'était la communauté urbaine, et la région et les autres partenaires, mais c'était vraiment un tout début de coopération qui a permis aussi de mettre en place des tarifications non pas intégrées TER plus transport collectif urbain, mais des tarifications mixtes qui permettaient d'avoir des abonnements TER plus TCL ou TER plus TAS pour Saint-Étienne par exemple, ou à 3 boules comme on disait, c'est-à-dire STAS plus TER plus TCL derrière. Voilà. Donc c'est une histoire. Un petit mot sur l'enjeu infrastructure. On n'est pas dans la situation de Tours, même si on s'approche des 8 branches, parce qu'on est dans le nœud ferroviaire lyonnais. Je continue d'employer ce mot nœud. Vous savez que depuis les études de Marilyn Meau en 2010-2011, on a, pour faire de la communication, employé le mot d'étoile ferroviaire lyonnaise. Non, il y a un vrai nœud, c'est un nœud européen, national, régional. C'est, passez-moi le mot, un vrai souk. Et on le sait depuis longtemps, avec, vous le voyez ici, beaucoup de retard sur les réseaux ferroviaires qui sont liés à ce nœud ferroviaire lyonnais, beaucoup d'impact et une vraie difficulté à augmenter l'offre, puisqu'on est à saturation sur la plupart des lignes. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a d'abord un enjeu infrastructure majeur qu'on va expliciter un petit peu, même si je pense, et c'est ce qui parfois, mais on en a beaucoup parlé depuis 2 jours avec certains d'entre vous, m'oppose à SNCF Réseau, en toute sympathie. Je pense, comme les Suisses, que parfois on pourrait régler un certain nombre de problèmes par la technique avant d'utiliser le béton. Alors qu'en France, on a plutôt l'habitude de dire à chaque fois qu'on veut augmenter la fréquence des trains, il va falloir construire des voies supplémentaires, des quais supplémentaires, etc., etc. Je pense quand même qu'on a des marges de manœuvre sur le réseau actuel, même si... La saturation du nœud ferroviaire lyonnais, elle est liée à plusieurs choses. D'abord, on a augmenté l'offre sur les TER, je vous l'ai dit. Ce qui a été possible aussi parce qu'on a tué le fret ferroviaire. Enfin, pas nous, hein, on est d'accord. Simplement, on va revenir dans le détail, mais il y a 10-15 ans, 300 trains de fret par jour traversent la métropole de Lyon. Aujourd'hui, on est à moins de 80. C'est pas pour rien qu'on a construit une rocade à l'est de Lyon qui devait, selon Michel Noir à l'époque, faire sauter le bouchon de Fourvière, et qu'aujourd'hui, les deux, la 6A7, M6, M7 et le tunnel de Fourvière d'une part, et la rocade sont saturés à plus de 100 000 véhicules jour. Et sur la rocade, on est à plus de 30 000 poids lourds jour. C'est-à-dire que les 250 trains de fret qu'on a supprimés se sont transformés en dizaines de milliers de poids lourds qui sont sur la rocade, bien évidemment. Donc il y a un problème de développement du TER qui a été rendu un peu possible parce qu'il y a eu une baisse des trains de fret, mais il y a un enjeu de fret qui est bien sûr majeur. La biorégion, parce que moi je ne vais pas parler d'aire d'attractivité de la métropole de Lyon, mais plutôt de biorégion. C'est un choix, il y a sûrement des gens d'agence d'urbanisme dans la salle avec lesquels on pourra discuter. C'est un territoire qui fait presque 4 millions d'habitants, on doit être à 3,8 millions, 3,9 millions, qui est multipolaire, avec 2 métropoles, donc 2 projets de SERM qui sont parallèles mais liés, le SERM stéphanois, donc de Saint-Étienne, Saint-Étienne est à 50 km de Lyon, hein, et c'est aujourd'hui la seule branche ferroviaire qui est cadencée à peu près au quart d'heure, en tout cas à 4 trains dans l'heure, vers Lyon, c'est Saint-Étienne. Et puis le SERM lyonnais. Mais ça va de Mâcon au nord, qui n'est même pas dans la même région, donc je ne parle même pas de département, hein, entre Vienne et Valence au sud, de Roanne
au nord-ouest à Bourgoin-Jallieu au sud-est, oui c'est ça, et de Bourg-en-Berrieux dans l'Ain à Saint-Étienne de l'autre côté. Donc ce territoire-là, que j'appelle la biorégion, c'est le bassin de mobilité, pas seulement pour du domicile-travail, là je m'inscris complètement sur le fait que c'est tous les déplacements qu'il faut prendre en compte. Et là vous avez en gros les grands pôles, voilà, en jaune, entre guillemets, de la constitution de ce territoire, et le cadre qui est le territoire de Citral Mobilité. Citral Mobilité est devenu établissement public au 1er janvier 2022 par la LOM, donc comme Île-de-France Mobilité, et s'est élargi du territoire métropolitain à un territoire de tout le département du Rhône. Donc c'est la métropole, plus, je dis toujours une bêtise, c'est 11 communautés de communes et d'agglomérations qui ont rejoint Citral Mobilité. Sur ce territoire-là, vous avez peut-être vu aussi qu'en mars 2021, la LOM avait demandé à chaque communauté de communes de décider si elle prenait la compétence AOM ou pas. Et nous sommes dans une région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme la région Occitanie d'ailleurs, où le président de région a écrit à tous les présidents de Comcom pour leur dire ne prenez surtout pas la compétence AOM, sinon je vous supprimerai les transports scolaires, par exemple, ou interurbains. Résultat, il y avait déjà des Comcom AOM, ou communautés d'agglo surtout, qui le sont gardées, puis quelques-unes qui l'ont prise. Et aujourd'hui, donc, on a 24 intercommunalités qui sont AOM sur, vous faites le compte, 38. Ouais. Et la région qui est donc AOM pour les 14 autres. Non, c'est ça, non. Oui, 14 autres, oui, c'est ça. Un millefeuille dont parlait tout à l'heure d'ailleurs le président Bonichon, qui est extrêmement complexe, puisque effectivement, dès qu'on veut organiser une ligne, même entre deux AOM pas tout à fait contigus, il faut aussi la région, enfin voilà, c'est assez compliqué. Alors, l'enjeu infrastructure. Certes, le SERM, c'est pas que du ferroviaire. Certes, comme dans beaucoup de territoires, le ferroviaire, c'est la colonne vertébrale du SERM. Mais dans le cadre du SERM lyonnais, le ferroviaire est vital. Quand je parle de presque 4 millions d'habitants, on a aujourd'hui des distances. Tout à l'heure, je crois que je ne sais plus quel est l'intervenant qui parlait d'un rayon de 30 km. Nous, on est sur un rayon encore plus large. On est sur un rayon de facile 50 km, voire un peu plus. Si on parle en termes de rayons, en tout cas un carré qui fait 100 km de côté, ça fait des rayons qui peuvent monter à 80-90 km. Là-dessus, le ferroviaire, c'est le moyen de transport le plus performant pour faire des longues distances. Pour faire Rouen-Lyon, c'est le ferroviaire qui est le plus performant, bien évidemment. Et pour tous les autres aussi. Donc il y a un enjeu ferroviaire majeur. Et comme on est dans le nœud, il faut absolument qu'on engage des grands travaux d'augmentation de capacité d'infrastructure. Vous voyez en rouge les deux trajets des trains de fret qui continuent de traverser la métropole de Lyon, dont une grosse moitié passe donc par la gare de la Pardieu et par le sillon Saint-Clair-Guillotière qui est hyper saturé. Et on a deux grands projets d'infrastructure. Un qui a été déclaré d'utilité publique en 2012, il y a 13 ans, pour lequel on va lancer enfin les études APD, qui est le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, lequel contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise que vous voyez en bleu a été phasé une première fois, n'a été déclaré d'utilité publique que la partie nord, entre Ambérieu et Grenay. La partie sud, entre Grenay et on ne sait pas où, n'est même pas étudiée. Il y a eu plusieurs études, puis ça a été abandonné, etc. Et aujourd'hui, la partie nord en bleu a été elle-même phasée en deux par l'État. Et donc, on est sur un tronçon entre Dagneux et Grenay. Ce tronçon-là, il est quand même essentiel pour sortir tous les trains de fret de la métropole de Lyon. Et surtout de l'axe Saint-Clair-Guillotière. Ce qui va nous permettre d'augmenter les capacités TGV et TER sur le tronçon autour de Pardieu. On parle toujours de la saturation de la gare de Pardieu. Ce n'est pas la gare qui est saturée. Ce sont les voies ferrées en amont et en aval de la gare, bien évidemment. Même si, quelquefois, on va stationner un train pendant 35 minutes dans la gare de la Pardieu, on se dit c'est complètement idiot. Mais bon. Et puis, il y a une deuxième infrastructure sur laquelle l'enquête publique va être lancée prochainement. Donc, on est dans les études pré-enquête publique. Donc, il n'est pas encore déclaré d'utilité publique, qui est la mise à 4 voies de Saint-Fond-Grenay. Entre Saint-Fond et Grenay, on est à 4 voies, puis 3 voies, puis 2 voies.
Et là, on a tous les trains de fret qui passent par là, tous les trains Grenoble-Lyon, tous les TGV, du périurbain, bien évidemment, entre Saint-André-le-Gaz et Lyon. Donc il y a un enjeu essentiel à faire ces deux infrastructures. On est déjà sur deux infrastructures qui avoisinent les quelques milliards. Hein, un peu moins de 2 milliards pour l'une, un peu plus pour l'autre. On est quand même sur des enjeux très importants. Le troisième enjeu, qui lui n'est absolument pas programmé, et je ne sais même pas s'il est réalisable, c'est l'augmentation de la capacité entre Saint-Clair et Guillotière. Là, on a 4 voies ferroviaires. On devrait passer à 6 pour répondre aux enjeux. Certains avaient même imaginé qu'on faisait les 2 supplémentaires en souterrain. Je ne sais pas si vous vous souvenez du projet de gare souterraine sous Pardieu pour faire le RER. Sauf qu'on est en pleine nappe phréatique, donc ce qui est un peu compliqué. Sans parler même du coût d'une gare souterraine et de voies souterraines. On a l'emprise au sol pour faire les 6 voies ferroviaires. Au sud, c'est plutôt simple. Il faut raboter les talus. Au nord, il faut déplacer les 4 voies existantes en exploitation pour ajouter 2 voies supplémentaires. Et ça, je ne sais pas comment on fait ces travaux tout en exploitant le plus grand tronçon ferroviaire d'Europe en transit, en traversée et en destination. Dernière diapo. J'ai beaucoup parlé ferroviaire, même si c'est ma passion, c'est plus ma responsabilité, puisque je suis premier vice-président de Citral Mobilité qui ne fait pas de ferroviaire. On a des réseaux urbains qui sont aujourd'hui particulièrement développés. On met en place, puisque le ferroviaire est déjà en retard et que les projets dont je vous parle, c'est à échéance 2035-2040, hein. C'est pas moi. Hein. On met en place des lignes de car à haut niveau de service en périurbain, en interurbain, pour pallier à la défaillance du ferroviaire là où il existe et où il est saturé. Si vous montez en contrepointe dans du Villefranche-Lyon, eh bien vous faites le voyage debout. Et on est en contrepointe. Donc je n'ose imaginer ce qu'est la pointe. Je le fais régulièrement, mais en contrepointe. Et on met aussi en place des cars à haut niveau de service là où il n'y a pas de ferroviaire. Parce qu'on a des villes de cet espace de la région métropolitaine lyonnaise où il n'y a pas d'infrastructure ferroviaire, du réseau ferré national, et puis on en a quelques-unes, pas beaucoup, où on voudrait réessayer de faire du ferroviaire, mais pas du réseau ferré national. Je pense au chemin de fer de l'Est lyonnais, entre Lyon et Crémieux, que peut-être certains d'entre vous connaissent et sur lesquels certains d'entre vous voudront parler. Et pour conclure, avant de lancer le débat, le CERM, c'est beaucoup une composante technique, même si toutes les études, nous les avons faites depuis bientôt plus de 10 ans, en ferroviaire, bien évidemment, en rabattement sur les gares. Toutes les gares ont été étudiées sur ce territoire-là, ou quasiment toutes, sur les besoins de rabattement tout mode. Donc besoin de P+R, besoin de stationnement vélo, besoin de flux piétons, etc. etc. C'est une composante financement. Si on va jusqu'au bout des travaux ferroviaires, on est sur 10 milliards de travaux ferroviaires en investissement, à peu près. Hein. Je vous le dis à 1 milliard près, parce qu'en plus, le temps qu'on prenne les décisions, la facture va s'envoler, puisque 12 ans d'attente depuis la déclaration d'utilité publique, vous imaginez que l'inflation a fait son travail depuis. Et puis, c'est tout le reste. Même s'il n'y a pas beaucoup besoin d'infrastructures sur les réseaux urbains, périurbains, etc., ou qui sont déjà planifiés, il y a un besoin d'investissement là-dessus aussi. Et puis après, c'est l'exploitation. Aujourd'hui, sur ce territoire-là, on a plusieurs réseaux urbains. Le principal, c'est celui de Citral Mobilité. C'est 2 millions de voyageurs par jour. C'est 5 à 600 millions d'euros par an d'exploitation. Juste le réseau urbain. Une composante gouvernance, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait, j'ai déjà oublié le nombre, enfin plus de 30 autorités organisatrices, dont 24, je crois, qui ont la compétence, puis une douzaine qui ont transféré, gardé la compétence à la région, mais qui sont quand même EPCI. Donc en matière de CERM, ils sont responsables de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de la voirie. Voilà. Donc en gros, on a 50 collectivités locales autour de la table pour travailler sur ce projet de CERM. Ça ne va pas être une gouvernance simple à organiser. Et puis, j'y tiens beaucoup. Je souhaite que tous ces territoires
même ceux qui n'ont pas la compétence AOM, soient associés à la construction du CERM et au pilotage du CERM, pas seulement pour payer un peu, hein, même si ça peut paraître... bon, quand on est sur 10 milliards, on va difficilement demander à une petite PCI de mettre 10 millions d'euros pour participer, donc ça va être sur des gouttes d'eau, mais l'expertise de terrain me semble essentielle. Ce n'est pas de Lyon ou de la région qu'on va piloter le CERM et son déploiement dans les territoires. Voilà. Il faut qu'on le construise ensemble, et j'insiste là-dessus, bien sûr avec les élus du territoire, mais aussi avec les habitants. Habitants entre guillemets, 4 millions d'habitants, vous imaginez qu'on ne va pas les associer facilement. En revanche, il y a des conseils locaux de développement dans ces territoires. Qu'on fait de l'aménagement du territoire, il y a des responsables associatifs, des responsables d'entreprises qui se sont penchés sur les questions de mobilité. Il faut qu'on les associe. Et donc, une des composantes de ce CERM, c'est aussi la concertation, bien évidemment. Je crois que j'ai présenté brièvement la situation, et je préfère qu'on ait un temps d'échange, si vous le souhaitez, bien sûr. Je ne sais pas qui anime, mais on n'est pas si nombreux, même si... Allez-y. Qui s'y jette? Allez-y. Vous avez raison. Alors moi, je suis plutôt franc du collier, donc vous allez peut-être entendre des choses qui vont vous secouer. Moi, j'ai souhaité que la SGP vienne pour deux choses. Je crois que je vais devoir faire une croix sur la première. Je souhaitais qu'au-delà de rassembler toutes les études existantes, de les mettre en cohérence, etc., sur le plan technique, je souhaitais que la SGP apporte une expertise ferroviaire qui puisse contredire SNCF Réseau. Moi, je travaille depuis 20 ans avec SNCF Réseau. J'aime beaucoup SNCF Réseau. D'ailleurs, si demain, ils me proposaient de travailler pour eux, je réfléchirais un peu pour essayer de les changer de l'intérieur. Mais, comme le dit très bien Pascal Ozannet, qui est l'un des préfigurateurs du Grand Paris, SNCF Réseau est devenue la maison qui dit que c'est impossible. Et donc, sur un certain nombre de choses, c'est ce que je disais en introduction, la technique avant le béton, je préfère qu'on arrive à essayer de trouver les façons de rendre possible des fonctionnements plutôt que de dire c'est impossible et donc il faut rajouter des voies, des quais, des machins, des bidules. Et donc j'espérais que la SGP m'apporte cette expertise-là. Manifestement, la loi, le discours national fait que SNCF Réseau et SGP se sont partagés le travail, ne se marcheront pas sur les pieds et sur l'aspect technique, et la SGP ne va pas me servir à grand-chose. Voilà. Donc il faut peut-être que j'aille chercher l'expertise ailleurs. On en discutera. En revanche, la SGP m'apportera de l'expertise sur la gouvernance et sur le financement. Ça, c'est évident. Et c'est pas rien, notamment sur la gouvernance, parce que, vous avez vu, c'est extrêmement compliqué chez moi. Donc, je m'appuie sur la SGP pour cette partie-là. Oui, ce qui est intéressant, c'est la composante gouvernance. Pardon, je ne me suis pas présenté. Ouais. Marie Sobagnan de la Réunion. Le CIPRA, la LOM l'a transformé l'ancien établissement. C'était un syndicat mixte, voilà. En CITRA, avec 263 communes, enfin pas mal de communautés d'agglomération, métropole, communes. Pourquoi encore rajouter ce qu'on appelle le mal français, les millefeuilles administratifs, et parler de GIP pour le CERN? Est-ce que ça épouse le territoire que vous avez tout à l'heure encadré au-delà du grand lieu? Voilà. Est-ce que ça ne va pas complexifier encore la composante politique, les débats, et perdre encore 3 ans pour créer encore une situation? Alors d'abord, j'aimerais juste dire, je me permets, que je connais bien la Réunion et que j'ai été très, très ému par ce que tu as dit hier, ton intervention, et les choses importantes à la Réunion. Bon, mais c'est une parenthèse. C'est Fabrice Waro qui a parlé hier, mais on est solidaires. Tout à fait. Mais la question de l'abandon en 2004 du ferroviaire à la Réunion, et puis j'ai suivi ça de près, et c'est vraiment quelque chose de... Bon. C'est le débat entre l'idéal et le pragmatique.
Moi, j'ai été élu régional pendant 15 ans, j'étais président de la commission de transport de Rhône-Alpes, et en 2007, j'interpelle Jean-Jacques Queyranne, à l'époque président, pour lui dire il faut qu'on crée un syndicat mixte SRU, avec la région au centre, sur l'aire métropolitaine lyonnaise. Bon, à l'époque, la métropole de Lyon, ça ne l'intéressait pas du tout, elle était auto-centrée sur son nombril, et les territoires voisins, ils s'en foutaient complètement. En 2020, nous gagnons la métropole, et je suis donc vice-président de la métropole, et là, moi, je dis il faut qu'on s'ouvre sur les territoires voisins. Et là, je découvre que la LOM m'a fait un premier cadeau de Noël. Très honnêtement, j'étais comme un gamin devant un sapin de Noël, hein, en créant l'établissement public Citral Mobilité sur un territoire bien plus grand que la métropole. Alors certes, ce n'est pas le territoire idéal, puisqu'il est beaucoup plus grand encore, mais c'est quand même un premier pas très intéressant. Et on le voit, ces territoires périurbains qui avaient très peur de la métropole, hein, d'être mangés par la métropole, aujourd'hui, ils sont, même mes adversaires politiques, ils viennent, ils me remercient du travail qu'on fait ensemble. Voilà. Donc c'est un premier pas. Est-ce qu'il faut que j'attende d'être ou pas le plus grand pour commencer à travailler? Je ne le crois pas. Donc c'est certes compliqué avec tout ce nombre d'autorités organisatrices, c'est très compliqué politiquement, je ne vais pas vous le cacher parce que je ne fais pas de la langue de bois, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui ne veut pas beaucoup travailler avec la métropole de Lyon, c'est clair, mais il faut qu'on travaille, il faut qu'on avance et il faut qu'on fasse des choses. Peut-être qu'à l'issue des discussions sur leur CERM et de la gouvernance qu'on va essayer de mettre en place avec la SGP, il y a un moment, les territoires vont se dire, mais il faut qu'on rentre dans le P-Citral. J'y crois, moi. Hein, je sais que la région freinera de tous les points, mais parce que c'est des problèmes de poids politique, mais c'est vrai que ce serait l'idéal. Une seule autorité organisatrice sur ce périmètre-là, comme on a à Île-de-France Mobilité, pour faire l'ensemble des fonctions, sauf qu'on n'aurait pas encore le ferroviaire, puisque le ferroviaire est régional. Hein. C'était l'esprit de la LOM d'ailleurs, en transformant le Citral. Voilà. C'était l'esprit de la LOM. Donc j'adorerais qu'on y arrive avant que je prenne ma retraite. Je crains, vu l'évolution de la France et en plus le contexte politique actuel, que je prenne ma retraite bien avant qu'on y arrive. Mais en attendant, on travaillera ensemble. Sachez quand même que, à mon initiative, celle de Citral, on a invité tous les territoires concernés pour une première rencontre pour voir si on avait envie de travailler ensemble. Ils sont tous venus, même ceux qui avaient plus d'une heure et demie de trajet, parce que je ne les ai pas invités à la Pardieu, hein, je les ai invités dans la montagne, dans un château un peu sympa, pour qu'on passe un moment agréable. Ils sont tous venus, des élus, des techniciens, pour dire on veut travailler avec vous. Même si on n'est pas d'accord politiquement, même si on n'est pas sur les mêmes orientations, etc., on a un destin en commun, on doit travailler ensemble. Et donc je crois que le CERM peut être un chemin, en tout cas une trajectoire, pour nous faire avancer sur ce sujet-là. Et alors, je mettrai mon énergie là-dedans. Herman, puis ensuite. Oui, donc Herman Schneider, métropolitain. J'ai deux questions, je dirais un peu sur le pilier technique et finance. Là, hein. On n'a pas trop vu l'oscillature à quoi ça pourrait correspondre de RER lyonnais. La question, c'est que j'ai l'impression, en passant pas assez souvent hein, dans la région, souvent en TGV bien sûr, des fois en TER pour venir par exemple d'ici, hein, que les gares sont assez espacées, qu'on n'imagine pas tout de suite de créer donc un R1. On a vu la présentation des CFF qui crée donc des stations à 700 mètres hein, sur Soug. Alors comment ça s'imagine sur Lyon hein? Est-ce qu'il est prévu de créer des haltes ferroviaires, de réactiver des gares, etc. Et la deuxième question, c'est sur les finances. Etc. Tu as fait une intervention hier soir, déjà très critique sur l'État, mais là je vois sur le PRIC financier, tu parlais quand même d'une coopération territoriale financière, en parlant des taxes et emprunts, et donc qu'est-ce qui pourrait quand même donner des moyens à la métropole, entre autres, puisque là tu représentes la métropole, pour apporter quand même, pour contribuer au financement. Qu'est-ce qui pourrait quand même fonctionner, même au-delà d'une aide de l'État, qui forcément ne sera pas à la hauteur de ce qui est nécessaire pour le projet. Alors, sur la première question, je vais te contredire. Il y a sûrement encore des haltes ferroviaires à créer. On a quand même, de mémoire, 37 je crois, mais à une ou deux près, gares sur la métropole de Lyon, 60 et quelques sur le territoire de Citral Mobilité, et une centaine sur le territoire, entre guillemets, du CERM lyonno-stéphanois. Même si on a deux, on a des gares en interaction. Donc c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, on a je ne sais pas combien de gares à Lyon, qu'on utilise mal d'ailleurs, et je suis un défenseur du fait qu'on utilise plus
Perrache, Vèze et Jean Massé, que Pardieu, parce que ces 3 gares-là sont chacune connectées à une ligne de métro, et donc on dessert toute la métropole avec 3 gares d'entrée. Ça pourrait être intéressant pour le RER. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que, j'ai oublié, parce que c'est vrai que je suis dans le monde du RER lyonnais, alors qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Je vous ai dit qu'en 2008, on avait avec Réal passé à la demi-heure en heure de pointe sur toutes les lignes. Moi, mon objectif, le RER pour moi, et pour nous, tous les élus de tous les bords du CERN lyonnais, c'est le quart d'heure en heure de pointe sur toutes les branches du ferroviaire. Le quart d'heure minimum. Hein. Vu le nombre d'habitants qu'on a et le déplacement qu'on a à prendre en charge par le RER, on est sur du quart d'heure. Juste un mot par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure en présentation, c'est un enjeu climat essentiel. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, où on avait des parts modales, je ne sais plus si c'était en Suisse ou en France, et un enjeu climat, nous on a seulement 45% des déplacements qui font plus de 10 km. 55% qui font moins de 10 km. En revanche, ces 45% de déplacements représentent 90% des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, comme on est sur une métropole très dense déjà, les 55% de déplacements sont des déplacements courts, voire très courts. Tout mode confondu. Mais l'enjeu voiture sur le périurbain, il est 90% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Donc il y a un enjeu important à traiter le périurbain et pas seulement à se regarder le nombril, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, le financement. Alors, moi je ne suis pas inquiet sur le financement. D'abord, je pars d'un principe que même quel que soit le financement, même s'il faut essayer de trouver des solutions pour que ça coûte moins cher, bien évidemment, et si on veut que ça aille plus vite, il faut de toute façon essayer de faire la technique avant le béton et essayer de trouver des coûts moindres pour faire le même service. Mais globalement, c'est pas un problème le financement, il faut trouver des solutions. Et on sait où elles sont ces solutions. Aujourd'hui, moi j'ai pardon, il faut que j'arrête de dire moi. Nous avons à Citral Mobilité un budget de 1,5 milliard d'euros par an. On investit entre 500 et 800 millions d'euros par an. On a en ce moment construit 3 lignes de tram, une ligne de BHNS. On a déjà lancé un métro léger, une ligne de tram et une ligne de BHNS pour le mandat prochain. On a doublé les investissements. Donc on a une capacité. Et puis c'est une nécessité. Pourquoi on l'a? Parce qu'on a un versement mobilité qui est en pleine croissance. On est à 550 millions d'euros par an de versement mobilité. On a des recettes usagées en pleine croissance aussi, parce qu'on les augmente. On augmente les tarifs tous les ans. On est aujourd'hui à 300 millions d'euros par an à peu près de recettes usagées, et parce qu'on a aussi une croissance, on a 550 000 abonnés. Qui ne payent pas tous le plein tarif, il n'y en a que 4% qui payent le plein tarif. On fait une tarification sociale, mais on ne fait pas la gratuité. Et puis on a la participation des collectivités qu'on a mis en hausse aussi. La métropole mettait 120 millions en 2020 dans le Citral. L'objectif, c'est qu'on arrive à 200 millions rapidement. Mais ça dépend du contexte. On a la crise immobilière qui nous fait perdre beaucoup d'argent, en tout cas à la métropole, comme à tous les départements, de la perte des DMTO, des droits de mutation. Voilà, c'est entre 100 et 140 millions d'euros par an qu'on a perdu. Et on a le projet de loi de finances qui veut nous ponctionner encore quelques 40 à 60 millions d'euros par an. C'est clair que si cette stratégie de l'État de baisse des recettes, parce qu'on a fait des cadeaux énormes, je ne parle même pas de la suppression de la taxe d'habitation, qui est une bêtise, tous les élus de tous les bords le disent, mais la suppression de la CVAE, la taxe sur les entreprises, que les entreprises ne réclamaient pas, qui fait qu'aujourd'hui, du coup, l'État a un problème de recettes et donc du déficit et de la dette qui s'aggrave. Et au lieu de dire je dois trouver des recettes, dit je supprime les dépenses, moi, il n'y a pas de problème, je vais arrêter d'investir. Si j'arrête d'investir, les travaux publics se cassent la gueule, donc le chômage augmente et les recettes que j'ai par ailleurs des entreprises vont baisser. Aujourd'hui, Citral est le plus gros fournisseur de travaux publics du Rhône. Donc voilà, si je n'investis pas, tout se casse la gueule. La solution, elle est l'inverse. Au lieu de rentrer dans ce cercle vicieux, il faut rentrer dans un cercle vertueux, de dire je dois trouver des recettes pour financer qui elles-mêmes me rapportent des recettes. Et je peux vous dire que toutes les entreprises que je rencontre ne sont pas sur la position du MEDEF à dire le VM, il ne faut pas le toucher. Elles disent moi je veux du service. Et quand j'ai augmenté le VM de 1,85 à 2%, ça a posé un problème à personne, à aucun chef d'entreprise. Au contraire.
Parce qu'en échange, je leur dis, je vais développer l'offre dans votre territoire. Et aujourd'hui, le problème des entreprises, c'est le recrutement. C'est pas la taxe. Il faut arrêter de tenir ce discours ultra-libéral qui nous amène dans un mur. On a besoin d'argent public pour investir dans le transport collectif, on le sait tous, on sait où le trouver. Bon, sans aller jusqu'à ce qu'a fait la SGP pour le Grand Paris, mais peut-être qu'on va aller sur des choses semblables, il n'y a pas de souci. Quand je construis un tramway ou un métro même si j'en fais plus beaucoup, et que j'ai une explosion du coût du foncier, donc des plus-values énormes faites par les particuliers, par les entreprises autour du territoire, je pense qu'ils doivent payer cette ligne. Il ne faut pas que ce soit que du bénéfice pour eux. Il faut obligatoirement que ce soit réparti pour l'intérêt général. C'est évident. Et je pense qu'aujourd'hui, alors Citral prône cette solution-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'État n'est pas dans le bon axe, mais vous le savez, je ne suis pas de la couleur du gouvernement actuel. Et on sait où est l'argent public. Et quand on voit ce qui se fait en Suisse, qui est un pays libéral, la Suisse quand même, bah, sur ces enjeux-là de service public, c'est un pays communiste. Disons-le. Et suivons cet exemple-là. On voit bien que ça marche. Alors, oui, il y a d'abord 1, 2, 3. Vas-y. Du moniteur, à propos de financement, on a pas mal parlé à Lyon d'une concession autoroutière innovante. Est-ce qu'il y a une source de financement possible pour les transports publics et dans la perspective de l'échéance des grandes concessions, est-ce que vous militez pour que, si jamais elles étaient reconduites, elles puissent davantage alimenter les investissements dans les services, par exemple? Alors, du coup, là, il y a deux choses différentes. Une concession autoroutière à Lyon, il n'y en a pas de nouvelle possible. Et celle qui avait été imaginée pour une nouvelle autoroute, qui n'était absolument pas rentable. Aujourd'hui, vu le coût des travaux de nouvelles infrastructures routières, moi je m'oppose à toute nouvelle infrastructure routière parce que c'est jamais remboursable par l'usager. Le projet de nos prédécesseurs qui était de construire un périphérique à l'ouest, vous avez peut-être entendu parler, 12 km, qui coûtait entre 4 et 5 milliards d'euros, il rapportait au bas mot 18 millions d'euros par an en péage. Donc vous imaginez les millénaires pour le rembourser. Donc il n'y a pas de sujet. En revanche, les concessions autoroutières que l'État a données et qui sont des pompes à fric énormes pour les Vinci, ASF, APRR, AREA, etc., là, il y a une manne, bien évidemment, que l'État doit récupérer pour financer les transports collectifs, que ce soit le ferroviaire globalement à l'échelle nationale, parce que je parle de SR, mais de RER métropolitain, mais pour moi, l'intercité, le fret sont des enjeux importants aussi. Et il y a les petites lignes dont parlait, je ne sais plus qui tout à l'heure, le monsieur de Zurich. Il y a là de l'argent, que ce soit sur les concessions autoroutières, sur la taxation de l'aérien et sur la taxe carbone. Attendez, on est le dernier pays d'Europe à ne pas avoir mis en place une taxe poids lourd. Quand on a discuté de, comment ça s'appelait, l'écotaxe, avec une usine à gaz mise en place par le président Sarkozy pour faire des portiques, pour faire payer cette écotaxe. Les portiques nous coûtaient la moitié de ce que ça rapportait. Enfin, on est quand même là. On avait 1 milliard d'euros de recettes, on en reversait 500 millions au consortium dans lequel SNCF était, bien sûr, pour faire des portiques, pour prendre ça. Enfin, à l'époque, la RPLP suisse, qui a été mise en place en 2001, aurait rapporté, si on l'avait mise en place en France, 8 milliards d'euros par an. Et nous, avec 1 milliard, on s'est cassé la gueule. Ça veut dire qu'on n'est pas bon. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Et quelque chose à faire qui n'est pas pour punir les entreprises de transport routier français. Les entreprises de transport routier français qui font le dernier kilomètre, il faut trouver une solution pour qu'elles payent cette écotaxe, ou cette redevance poids lourd, on va dire, et qu'elles aient en échange, parce qu'on ne va pas supprimer le dernier kilomètre dans le fret, une baisse de TVA ou une baisse d'autres taxes qui permettent d'équilibrer. En revanche, les milliers de poids lourds, les centaines de milliers de poids lourds qui traversent la France dans tous les sens, je peux parler d'Espagne-Italie ou de nord-sud dans tous les sens, là il faut qu'on taxe, là il faut qu'on mette sur le ferroviaire. Et donc là on a de quoi financer des infrastructures ferroviaires bien évidemment à long terme. Ça c'était le début de ta question, puis après il y avait... Non, je croyais qu'il y avait une confession, j'ai entendu la SANEF parler récemment d'une concession
qui aurait été faite avec la métropole du Lyon? Non, alors on a sur la métropole de Lyon un système autoroutier qui ne va pas bouger, hein. En tout cas, tant que nous on est aux commandes, on s'y opposera. On a un système État qui veut essayer de se débarrasser de certains tronçons, donc il nous les a proposés pour les autoroutes urbaines. Donc nos prédécesseurs avaient pris un bout d'A6 et d'A7 qui sont dans la métropole et qui sont devenus, vous l'avez vu, M6 et M7. Donc quand l'État a reconsulté là-dessus, on a immédiatement dit non, puisqu'on avait l'expérience de M6, M7, où l'État nous a filé le bébé dans un état lamentable de maintenance. Et donc du coup, ça nous coûte des centaines de millions d'euros d'investissement pour mettre en état. Vous avez peut-être entendu parler du pont de la Brasserie, qui est juste à la sortie du tunnel de Fourvière, avant d'arriver à Oulin-la-Mulatière. On a mis des dizaines de millions d'euros d'investissement pour le remettre en état. On a failli fermer l'autoroute et fermer derrière le tunnel de Fourvière. Vous imaginez le problème. On a 7... comment on appelle ça? Merde, j'ai oublié le nom. Galeries souterraines, sous Perrache, là. Trémies, merci beaucoup. Fatigue ou l'âge. On a 7 trémies, là, qui sont toutes amiantées. Il faut qu'on les traite. 10 millions d'euros par trémie. Donc non, on ne reprendra pas des infrastructures de l'État, sauf si l'État nous transfère les recettes nécessaires pour pouvoir les traiter. Et je sais en revanche que APRR REA, par exemple, est intéressé par des petits bouts sur la 43, sur la 42, donc il y a des discussions. Donc là, on intervient. Mais ce n'est pas des concessions. Voilà. Et monsieur, puis ensuite monsieur. Déjà, rapidement, en question premièrement, à la création de nouvelles gares, la région SNCF, il porte à ma connaissance deux projets. C'est Revente à Vaugry, sur la ligne de Valence, et Toussieux-Chandieu sur la ligne de Grenoble. Mais c'est complètement en métropole. Nous, à Lyon Métro, on a d'autres idées, on pourra en parler à l'occasion. On aimerait bien voir créer une gare à Moulin-Avant, une à Saint-Clair, une à Confluence, qui d'ailleurs était dans le premier projet réel. À l'époque, on en parlait, et finalement, du coup, c'est complètement enterré. Donc il y a ça, et sinon ma question c'est que là vous parlez de la biorégion, c'est un nouveau terme qu'il faut qu'on intègre. Bon, c'est moins que la grande aire urbaine lyonnaise. C'est une structure qui aujourd'hui fait un injure, on peut dire que c'est un petit peu une coquille vide, mais c'est le CNPML, mais qui a l'avantage d'être déjà quasiment sur ce ressort géographique-là, vous appelez la pédagogie. Est-ce qu'on ne devrait pas tendre à terme vers une fusion entre le CIFRA et le SNPML, quitte parce qu'à mon avis, ça sera que je regarde là, et forcément la région il y aura une plus grande place, mais ceci dit, dans le cadre d'un système intégré, mais avec les RER comme colonne vertébrale, ça me paraît, quelle que soit la vie politique qu'on ait sur le sujet, ça me paraît quasiment impératif que la région ait une grande place dedans. DFM, c'est une région de la région de France. Est-ce que fusionner le SNPML et le CIFRA, la terme, c'est pas Alors, je rajoute sur la question des gares en introduction qu'effectivement, en dehors des 2 projets de gare régionales, en dehors du périmètre métropolitain, mais une sur le périmètre citral quand même, Toussieux-Chandieu, on avait de mémoire 3 projets de gare, enfin non, on avait 2 projets de gare, une qui a été réalisée à Yvour, sur la branche Givors-Lyon, une à Confluence qui n'a pas été réalisée, mais qui pour moi reste, en tout cas sur les plans de l'aménagement de la Confluence, le foncier reste disponible pour faire un arrêt, une halte ferroviaire. Il y a même si ce n'est pas encore en réalisation, aussi une inscription d'un arrêt sur le tramway pour faire une correspondance tramway-train à cet endroit-là. Et puis je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faudrait non pas ouvrir une nouvelle halte, mais peut-être se poser la question de rouvrir Saint-Clair, qui serait un enjeu très intéressant dans le cadre d'une intermodalité urbaine RER qui est à creuser peut-être dans ce projet de CERM. C'est quelque chose, en tout cas moi j'y suis attaché. Ça c'est le premier point. Compliqué au vu d'exploitation à Saint-Clair, mais ça apporterait des avantages. Ah, c'est sûr que si on il faut que je dise proprement parce que je ne sais pas qui est dans la salle, mais si on exploite aux conditions actuelles d'SNCF Réseau et de Gare et Connexion, ça va être compliqué. Si on importe un petit peu de souplesse et d'agilité comme nos amis suisses savent le faire, je pense qu'on doit pouvoir faire des choses quand même intéressantes.
En tout cas, c'est ce que j'ai vu à Lausanne il y a quelques années, notamment suite à la construction du métro. Et voilà. Sur le reste, j'ai participé à créer le SMT-AML en 2013 pour faire de la tarification intégrée et de l'information multimodale. Donc je suis un partisan du SMT-AML. À l'époque, la philosophie, on va dire, des syndicats mixtes larges de transport, c'est de donner à l'autorité organisatrice principale la majorité. Donc quand IDFM est créé, c'est la région qui est au cœur d'IDFM. Enfin, avant, ça ne s'appelait pas IDFM, mais ça s'appelait le STIF, mais c'était déjà le cas. Quand le syndicat SRU de l'Oise est créé, c'est le département qui en est l'autorité principale, et ainsi de suite, et on s'adapte en fait au contexte. Quand en 2007, je demande à un syndicat SRU, je me dis c'est la région Rhône-Alpes qui doit être au cœur de ce syndicat, qui doit être le pilote. Aujourd'hui, je ne pense plus du tout la même chose, puisque la région Rhône-Alpes, c'est plus la région Rhône-Alpes, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on a les 2/3 de la région qui n'ont aucun lien avec la région métropolitaine lyonnaise, même si ça représente que la moitié des habitants qui n'ont aucun lien. La région métropolitaine lyonnaise, c'est la moitié en nombre d'habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et je me dis qu'il y a un vrai sujet, si on voit ce qui se passe en Allemagne avec les landes urbains, Francfort, etc., ou en Espagne, ou même en Italie, à imaginer autre chose. Sans doute, vu notre complexité, je ne le verrai pas de mon vivant, mais c'est vers ça qu'il faut avancer. Aujourd'hui, le SMT-AML pourrait être un chemin pour avancer vers ça sur la question des mobilités. Mais si on parle de SERM, on ne parle pas que de mobilité, on parle d'aménagement du territoire, on parle d'urbanisme, on parle d'économie, on parle de tout ça. Donc je pense qu'il faut aller au-delà du SMT-AML. Et pour l'instant, le SMT-AML est plutôt un frein, parce que c'est un outil de la région pour faire certaines choses. Voilà. Je pense que c'est... Contrairement à Citral Mobilité, où au début tout le monde a cru que ça allait être un outil de la métropole, et où maintenant les 12 membres travaillent main dans la main, quelle que soit leur orientation politique et leurs enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes. Quand on parle de la communauté de communes Saône-Beaujolais, donc tout au nord, plus proche de Mâcon, et entre Villefranche et Mâcon que le Lyon, on travaille avec eux. Ouais, Belleville en Beaujolais maintenant on dit, j'arrive à m'habituer. On travaille avec eux main dans la main, et ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir été mangés par la métropole. Voilà, c'est pas la même chose au SMT aujourd'hui. Monsieur Verdi. Oui, Bernard Verrier, Lyon Métro, transport public. À Lyon, il faut savoir qu'il y a le TCL, un réseau de métro, de tramway, de trolleybus, et il y a aussi un tout petit réseau de 3 lignes qui s'appelle le TTOL, Train-Tram de l'Ouest lyonnais, qui est sur ces 3 antennes ferroviaires SNCF. Le problème, c'est la tarification de ce réseau qui est spécifique SNCF. Donc des tarifs à peu près 3 fois plus chers que le tarif des TCL. Avec comme conséquence, évidemment, quand c'est trop cher, il y a beaucoup moins d'utilisateurs, et on a un petit réseau qui ne fonctionne pas à sa pleine capacité. Est-ce qu'on peut espérer un jour que ça rentre dans le cadre des TCL ? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le prix qui soit le plus effet négatif. Non, la billettique déjà. S'il n'y avait déjà qu'un seul billet, ça simplifierait la vie des usagers qui sont obligés de prendre 2 billets. Le prix, c'est toujours moins cher que la voiture, même si ça rajoute de la complexité, bien évidemment. Donc, vous expliquez que le tram-train de l'Ouest lyonnais, c'est un projet qui était dans les cartons depuis 1986, et quand je suis arrivé à la région avec Jean-Jacques Caram en 2004, à la région Rhône-Alpes, on l'a sorti des cartons et on l'a porté, et je l'ai porté entre 2006 et 2012 dans ces 2 premières phases, qui étaient remplacées les Michelin roses et blanches, là, comment on les appelait, vanille fraise, par un tram-train moderne, Dualis Alstom, avec des petits problèmes techniques au début, comme tout déverminage, bien évidemment, certains s'en souviennent peut-être, et par une rénovation de toutes les voies, et une politique de gare. Il y a 30 millions d'euros investis dans les gares, en intermodalité, etc. Et puis, il y avait une 3e et une 4e phase qui était envisagée de
d'une troisième branche, et puis d'un passage au quart d'heure sur les 3 branches, et puis de prolongement au-delà de ces 3 branches, enfin, etc. Mais il ne vous aura pas échappé que j'étais plus dans la majorité régionale à partir de 2015, et donc ce projet n'a pas avancé depuis 2015. Moi, depuis que je suis à la métropole, en 2020, et à Citral, je suis allé voir la région en disant, ce projet-là, il est majeur, il est intégralement sur le périmètre du nouveau Citral, puisqu'il est intégralement dans le Rhône, donc je suis prêt à le financer. La région a fait des études en 2021, ouais, c'est ça, par CETEC, qui a chiffré tous ces travaux d'infrastructure et de matériel roulant nécessaires pour passer les 3 branches au quart d'heure et les prolonger à 500 millions d'euros, tout compris aux normes SNCF. Et donc j'ai dit, moi je suis prêt. Mais si c'est moi qui paye, c'est moi qui commande. Donc pour l'instant, on en est là. Je rajoute que ces 3 branches sont classées 7 à 9 dans la nomenclature UIC. Donc ce sont des petites lignes. Ça veut dire que, a priori, SNCF Réseau ne met plus un centime dessus. Alors l'État, dans le cadre du contrat de plan État-région, met quelques millions d'euros là, en tout cas dans la maquette qui est en train de se dessiner, parce qu'il y a des problèmes de régénération à faire et que la région ne veut pas mettre un centime sur l'infrastructure. Mais ce n'est pas du développement, hein, c'est de la régénération. Et puis derrière, il y a l'exploitation. Si on déclasse, c'est-à-dire si on sort ces 3 lignes du réseau ferré national, parce qu'elles n'ont pas d'interférence avec le reste du réseau, et qu'on les passe de la nomenclature EPSF à la nomenclature STRMTG, je pense que l'investissement, matériel roulant compris, passe de 500 à entre 350 et 400 millions d'euros. En exploitation, à la norme Citral, avec la billettique Citral et le tarif Citral, on est aujourd'hui sur 9 à 10 000 voyages jour sur l'ensemble des 2 lignes qui fonctionnent réellement. Si on augmente, qu'on fait les travaux d'investissement pour faire 3 lignes de tram-train, cadencées toutes les 3 au quart d'heure en heure de pointe, ça veut dire que sur le tronc commun, on est à 5 minutes, hein, en zone urbaine dense, etc. Je pense qu'on passe facile entre 30 et 40 000 voyages jour. On multiplie par 3 ou 4 le nombre d'usagers, avec une billettique, une tarification Citral. Parce que derrière, on prend le métro en correspondance, et voilà. Et donc, voilà. C'est tout prêt. Il faut 5 à 6 ans, à partir du moment où on a le go pour faire les études APD et les travaux et mettre en service. C'est pas énorme, hein, parce que l'infrastructure et le foncier existent déjà aussi, hein, c'est ça l'avantage. Mais le problème, c'est le go, c'est-à-dire l'accord politique. Voilà. Mais moi, je suis ouvert avec la règle. Si la région veut continuer de piloter, elle pilote, elle finance, et moi, je veux bien financer la partie qui m'incombe, c'est-à-dire l'intermodalité des gares sur le périmètre Citral. Si la région veut que je finance tout, ok, mais c'est moi qui prends la direction, le sort du RFN, ça me coûtera moins cher en investissement, etc. Voilà. Les 500 millions, ça prend en compte le prolongement Brigny-Givors? Oui. Pour tout dire, c'est Tassin-Lausanne en norme tram-train, le doublement du tronc commun entre Tassin et Saint-Paul, le prolongement dans la vallée de la Brévenne jusqu'à la Giraudière, le prolongement Brigny-Givors, les évitements nécessaires, notamment sur la branche de Brignais, pour permettre le passage au quart d'heure, etc. etc. Voilà. Il ne faut pas électrifier aussi la ligne? Oui. Et c'est compris dedans? Oui. L'électrification des prolongements et du tronçon Tassin-Lausanne, puisque les autres, l'Arbrel, enfin Saint-Bel, Saint-Paul est déjà électrifié, le tronc commun est donc électrifié, et Brignais aussi. Mais Lausanne, c'est encore, il n'y a pas de caténaire. Lausanne, il n'y a pas de caténaire, et c'était la troisième phase du projet. Et au lieu de ça, la région et l'État ont financé une régénération aux normes TER, donc sans électrification, pour plus de 50 millions d'euros quand même d'infrastructures. On aurait rajouté 20 ou 30 millions, on avait du tram-train et l'électrification. Voilà, mais bon, on recommencera. La France, dans toute ça... Je ne dirais pas que c'est comme ça qu'on l'aime, mais bon. Un beau projet à faire, en tout cas. Plus de questions? Ah si. Non, mais il faut qu'on aille manger quand même. Par rapport au fait que vous parliez tout à l'heure du métro, vous faisiez tout, etc. C'est vrai que moi, quand je regarde depuis l'année 2000, je crois que Lyon a inauguré, je crois,
3 ou 4 stations de métro. Pour 4, oui. Une agglomération quand même, on va dire, vraiment lyonnaise, de 2 millions d'habitants. Est-ce que c'était vraiment des choix économiques parce qu'il fallait aller plus vite, donc le tram c'est plus facile, etc. Notamment en ce moment, on fait 3 lignes de temps. Mais c'est vraiment parce qu'il n'y a pas de besoin, entre guillemets, vous estimez que c'est pas pertinent? Alors, effectivement, j'estime complètement que c'est pas pertinent et que, comme je prends pas des bains dans du champagne, je mets pas du métro là où il n'y en a pas besoin, et inversement. Et vu les ressources financières que nous avons, il est bien plus important de faire 4 lignes de tram et de desservir beaucoup plus de monde qu'une ligne de métro ou une station de métro. Je vais prendre un exemple très concret. Les 2 dernières stations de métro qui ont été lancées par nos prédécesseurs et qu'on vient d'inaugurer, donc le prolongement du métro B à Oulin-Centre et Saint-Gilles-Laval, je ne vais pas dire de mal, j'habite bientôt à 100 mètres d'Oulin-Centre, donc, mais c'est pas moi qui l'ai lancé, hein, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ils ne l'ont pas fait pour moi non plus. Mais si je pose, comme ça a été dit ce matin, l'analyse carbone et coût et intérêt qui maintenant doit être fait dans chaque projet, ben on ne le fait pas. On ne le fait pas, l'amortissement il est à plus de 80 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de territoire sur la métropole de Lyon où un métro se justifie, ni même un prolongement. Les règles pour le métro, c'est simple. Une station de métro doit avoir dans un rayon de 500 mètres 20 000 logements ou emplois. On peut descendre à 12 000 exceptionnellement. Sur tous les projets qui étaient dessinés, on était en dessous de 12 000 sur toutes les stations, sauf une. Voilà. On n'était jamais à 20 000. En revanche, là où on fait du tram, donc les deux principales lignes de tram qu'on a lancées là, dès 2020, parce que le prolongement de la ligne T6 était lancé en 2019, on l'a accéléré, mais le T9 et le T10 qu'on a lancé en 2020, c'est des lignes de tram qui étaient inscrites au plan de déplacement urbain depuis 1997, qui n'avaient pas été lancées et qui desservent des quartiers populaires dans des villes de première couronne, voire de centre. Hein. On fait quand même Villeurbanne-Saint-Jean, Vaux-en-Velin-le-Mas du Taureau sur T9, on fait Saint-Fond sur T10. Enfin, c'est des enjeux économiques et sociaux évidents. Voilà. Et pour un coût environnemental qui est bien moindre. Alors je ne dirais pas qu'il est positif, parce que tout travaux a un coût environnemental, mais avec ces 3 lignes de tram et ce bus à haut niveau de service, on désimperméabilise 40 hectares de voirie, 40 hectares de la voirie de la métropole, qu'on désimperméabilise pour réinfiltrer l'eau dans la nappe phréatique. Donc, voilà. Là, on correspond mieux, on est sur des objectifs entre 10 000 et 100 000 voyages jour, maximum. Là, ça ne justifie pas du métro. Comme derrière, on ne va pas faire de tram dans des endroits où une belle ligne de bus avec des couloirs bus, des corridors bus, des priorités au feu est suffisante parce qu'on est entre 5 et 20 000 voyageurs. Pas besoin de faire un tram pour ça. C'est 10 000 minimum, mais nous, c'est plutôt 20 000. Voilà. Tout à fait. Voilà. Mais après, ça dépend de l'enjeu. On fait un BHNS actuellement sur Vaux-en-Velin-Pardieu, sur la route de Genasse à Lyon. On aurait pu faire un tram. Il y a une densité qui justifiait. En revanche, c'était beaucoup plus compliqué techniquement et en termes d'expropriation, voilà, parce qu'un tram, il est moins souple qu'un BHNS pour certaines courbes et que du coup, déjà là, c'est très chaud en bagarre sur les expropriations en plein centre-ville. Donc voilà. Donc il faut aussi adapter. Quand on a fait le tram-train sur l'Ouest lyonnais, on aurait pu faire du TER, hein, mais il fallait faire sauter 14 villas à Tassin, dans le virage d'Alaï, alors qu'avec du tram-train qui a un rayon de courbure 3 ou 4 fois inférieur, on n'en faisait sauter qu'une. Voilà. Donc il y a des fois des solutions techniques qui sont aussi liées à l'ensemble des choses, quoi. Si on a un projet qui nous coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut indemniser X propriétaires, voilà, sur des zones où le logement coûte cher et donc le foncier coûte très cher, il faut peut-être réfléchir à trouver des bonnes solutions. On peut continuer à discuter en buvant un coup, en mangeant un coup. Dernière question, allez. Un mot peut-être sur l'ambition de votre territoire, sur le covoiturage. Vous en avez très bien parlé à Autocar. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de tous les sujets, parce que sinon on pourrait rester 2 jours là, tranquille, hein, juste que sur un sujet. On a lancé en même temps qu'on fait du car à haut niveau de service, du prolongement des lignes TCL, donc de la métropole vers le périurbain, qui est une révolution, parce qu'ils attendent ça depuis 40 ans,
et du développement des cars et des bus et du TAD jusque dans les territoires les plus ruraux, on a lancé des études sur des lignes de cars à haut niveau de service. Alors déjà, on a lancé une application de covoiturage, rendez-vous sur tout le territoire de Citral Mobilité. Avant, on en avait plusieurs par territoire, maintenant c'est voilà. Et là, on étudie des lignes de covoiturage à haut niveau de service. On en a une qui fonctionne depuis 5 ans entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Ligne. On est en territoire peu dense, on y va le matin à 7h du matin, temps moyen d'attente 3 minutes. 4 quand c'est vraiment le moins bien. Moi j'y suis allé avec l'ancien ministre des Transports François Durovray un matin à 7h du matin, on a été pris au bout d'1 minute en covoiturage. Donc on arrive à avoir un service de type métro dans des territoires peu denses. Donc on étudie 14 lignes, une quinzaine de lignes de covoiturage à haut niveau de service autour de Lyon. On ne va pas tous les réaliser, mais tous les territoires sont intéressés. On pilote ça avec les territoires de Citral Mobilité pour certaines, et avec même des territoires de voisins. On travaille notamment avec Saint-Étienne, avec Vienne-Condrieu, avec les territoires de l'Ain, la 3CM, la CCMP et la Plaine de l'Ain, pour voir si on met en place des lignes de covoiturage à haut niveau de service. La concertation fonctionne bien sur ce genre de ligne. Alors, oui, j'appelle pas ça la concertation, c'est plutôt le travail partenarial avec les AOM voisines ou avec les EPCI voisins quand ils ne sont pas AOM. Voilà. La concertation, c'est plus avec le monde économique et le monde associatif et le monde social, entre guillemets, des territoires pour moi. Voilà. Mais le travail partenarial fonctionne très très bien. Et en tout cas, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de l'avenir de la métropole. Vous savez, la métropole de Lyon s'est vue la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf. Gérard Collomb a écrit la loi MAPTAM qui a créé les métropoles en 2000. La loi date de 2014, pour une création en 2015. Il a écrit une loi spéciale pour la métropole de Lyon. Il y a 20 pages de la loi MAPTAM que sur la métropole de Lyon, qui a un statut particulier, comme la Corse, qui a une élection directe. On est la seule métropole où les élus sont élus directement par les électeurs, puis plein de compétences spécifiques, etc. Elle était très autocentrée sur elle-même. Mon point de vue, notre point de vue à nous écologistes, c'est que la métropole est un colosse au pied d'argile. On a 1 500 000 habitants sur un territoire assez serré, où il n'y a plus de territoire agricole bien évidemment, et 96% de ce que nous consommons vient de plus de 400 km. Donc le jour où on a une crise énergétique, financière, climatique, comme on a pu en avoir dans le passé d'ailleurs, de la logistique, on a 1 500 000 habitants qui cherchent à bouffer. Et 1 500 000 habitants qui cherchent à bouffer, c'est la guerre. Donc on est totalement dépendant des territoires voisins. Il faut qu'on retrouve ce qu'on appelle maintenant la résilience, qu'on remette de l'agriculture locale tout autour de chez nous, un peu chez nous, mais aussi tout autour. Aujourd'hui, on importe tout de loin, et tout ce qu'on produit dans les territoires autour part en exportation loin. Il vaut mieux qu'on arrive à nourrir la population de la métropole sur les territoires autour, et qu'on coopère avec les territoires autour pour ça. En tout cas, c'est notre projet, d'où la nécessité de coopérer avec les territoires voisins et de ne pas les regarder de haut. Voilà. On me fait signe qu'il faut aller manger, donc je suis disponible pour discuter en route si vous voulez.